Donc, bonjour à tous, je suis Karine Bouchard, directrice générale et artistique du Sabord. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement qui tourne autour du numéro 125 Poste. Donc, on a l'événement Conversation avec et pour l'occasion, on a deux intervenantes, donc Virginie Lagagnère qui est avec nous et Caroline Georges qui ont publié dans le numéro 125. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le Sabord, donc, le Sabord est une revue de création en art visuel et en littérature, un quadrimestriel, qui propose une alliance entre littérature et art visuel, une rencontre entre les deux arts, des correspondances, un dialogue. Et on a été fondé en 1983. La revue a donc 40 ans cette année. Et c'est le 125, le numéro 125 s'inscrit dans nos numéros anniversaires depuis le début de l'année. Donc, il est le troisième numéro. Ma collègue Anne-Marie Duquette, qui vient d'entrer à la direction littéraire, va vous présenter le plan de l'événement de ce soir. Et donc, on lui souhaite aussi la bienvenue. Donc, c'est son premier numéro et officiellement, en fait, le prochain numéro sera aussi son premier numéro très officiel, plus officiel. Mais là, pour l'instant, donc, on est dans le poste et c'est Anne-Marie qui va nous le présenter. Merci Karine. Bonjour à tous et toutes. Pour l'événement d'aujourd'hui, il va y avoir une brève présentation du thème du numéro. Ensuite, on va avoir la conversation là, avec l'autrice et artiste Caroline Georges et l'artiste visuelle Virginie Lagagnère. Puis donc, on va s'intéresser au recoupement pardon, dans leurs travaux et dans leur création et le lien avec le thème. Donc, comme Karine en a un petit peu parlé déjà, le numéro 125 poste est le dernier de notre triptyque anniversaire qui était donc découpé sur une idée temporelle. Le premier, le 123, à l'hiver 2023, était donc sur le thème des rhizomes, des racines du passé. On se tournait vers le passé, vers les archives, vers les legs, les différents legs. Ensuite, il y a eu là, plus au printemps le 124 Carrefour qui était sur le présent, donc les différentes jonctions, les bifurcations, et c'est ça, vraiment la temporalité de l'instant même. Et finalement, le 125, le poste, qui se consacre plutôt au futur. Donc, c'est celui-ci qu'on lance cet automne. Et donc, le poste célèbre la projection des possibles, mais il s'intéresse aussi aux avenirs plus inquiétants, comme on va le voir là, dans la présentation plus en détail du numéro. Je cède la parole à Karine là, pour la suite. Donc, bien sûr, dans le numéro, on présente 12 auteurs-autrices au sommaire. Et Anne-Marie va présenter dans un instant les auteurs-autrices. Il y a aussi 6 artistes au sommaire, dont Mathieu Grenier, Kate, Shani Tomassini et Quentin Vercetti. Et bien sûr, Virginie Lagagnère. Caroline Georges, qui a aussi une place avec nous en art visuel. Je vais quand même laisser l'explication à Anne-Marie un peu. Pour l'instant, je vais juste vous dire que on a travaillé avec Caroline Georges dans le cadre d'une nouvelle section qui s'appelle Ancrage, une nouvelle section du numéro, qui souhaite s'attarder davantage au processus de création des auteurs-autrices d'arrimer en fait la littérature et les arts visuels c'est une phase davantage imbriquée. Et donc, dans le fond, moi et à l'époque, Ariane Gélina, qui était l'ancienne directrice littéraire de la revue. Donc, on a travaillé avec Caroline Georges à la fois en art visuel et à la fois en littérature pour faire arrimer le texte et les images. Alors, ce qui est présenté dans Crash, c'est souvent des images et des textes qui sont inédits. Alors, on pourra en parler davantage au fil de cette discussion. Et aussi, en plus, dans le numéro 125, donc il y a, oui, la nouvelle section ancrage, il y a nos auteurs et artistes, et il y a aussi un texte anniversaire qui traite du futur du sabbat et un fil créatif qui porte sur notre designer graphique Dominique Mousseau, une personne essentielle pour nous à la revue. Et donc, bien sûr, donc j'ai pas, j'ai, je nomme aussi Virginie Lagagnère qui est avec nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord la présenter. Donc, ses œuvres récentes, là, riches de sens, de réflexion, ont été vraiment présentées dans ce numéro-là. Et puis, côté biographie, donc si je lis sa courte biographie, soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada,
Le travail artistique de Virginie Lacanière est reconnu par le réseau des résidences, galeries, centres d'artistes et musées au Québec et à l'international, notamment au Mexique, en Chine, en Italie, en Suisse, en Finlande, en Espagne, en Belgique et au Japon. Ces récentes recherches en Suisse feront l'objet d'une exposition individuelle donc au centre Occurrence à Montréal en 2024. Et donc, pour ce qui est de la démarche artistique, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Et donc, je cède la parole encore à Anne-Marie qui va présenter l'artiste Caroline Georges. Oui, donc d'abord, je veux juste mentionner les artistes qui sont au sommaire du 125. Donc, on a vraiment le plaisir d'avoir une belle diversité. Alors, on a Chloé la Duchesse, Marina de Seta, Mimi Adam, Ralph Elawani, Bianca Joubert, Julie Dugal, il y a moi-même aussi, donc j'ai écrit une nouvelle dans ce numéro-là, Anne-Marie Duquette, Ariane Tapp, Gabrielle Morin et Isabelle Godelépine. Donc, c'est vraiment un très beau numéro là, où les différents univers proposés sont à la fois incertains, inquiétants, mais aussi enthousiasmants. En poésie comme en prose, il y a un effet de fuite très présent. Tantôt, ça se passe dans les rues d'une ville, tantôt, ça se passe à travers les algorithmes. Donc, c'est un effet qui est assez dominant, l'effet de la fuite. Les machines aussi prennent le pas sur l'humain de façon auditive, mais aussi répétitive et un peu industrielle, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Et le tiret du poste nous laisse un peu en suspens à la fin de ce numéro-là, je trouve, comme une main tendue là, qui ne serait pas prise par qui que ce soit en retour. Et donc, comme Karine l'a dit, figure aussi à ce sommaire le texte et les œuvres de Caroline Georges. Donc, Caroline Georges qui n'est plus à présenter après ses nombreuses reconnaissances au Québec, mais pas seulement. Mais présentons-la quand même. Donc, c'est une autrice et artiste interdisciplinaire. Sa démarche artistique est articulée autour d'une quête protéiforme de la sublimation et se déploie à travers la photographie virtuelle, la modélisation 3D, l'installation vidéo, l'intelligence artificielle et la littérature. Elle a fait paraître 8 livres. Avec son dernier roman, De synthèse, qui a été publié chez Alto, elle a remporté plusieurs honneurs, dont le prix littéraire du gouverneur général. Voilà, donc je cède la parole à Karine. Oui, donc on invite Virginie Laganière et Caroline Georges peut-être à être présentes avec nous. Donc, bonjour. Bonjour! 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 C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, dans le fond, c'est ça pour les prochaines minutes. On aimerait voir avec vous, bon, premièrement, votre démarche, le projet qui a été présenté dans la revue pour chacune et voir comment, justement, on peut faire des liens avec Post et comment Post résonne en littérature puis en art visuel. Donc, premièrement, en fait, pour commencer, est-ce que ce serait possible de nous parler un petit peu de la genèse, c'est-à-dire de votre démarche artistique, de vos œuvres un peu récentes, donc du contexte dans lequel va s'inscrire votre projet que vous avez présenté? Peut-être, bon, Virginie, peut-être en premier? Oui, donc, d'abord, je voulais vraiment vous remercier l'équipe, là, la petite équipe. Je sais que vous êtes une petite équipe du Sabord là, pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce numéro qui est d'autant plus important parce que ça souligne le 40e, puis de faire partie avec les autres artistes et auteurs, autrices là, de cette longue lignée, puis en fait aussi pour ce qui s'en vient dans le futur, donc de participer à cette lignée artistique créatrice là, au sein du Sabord. Donc, merci beaucoup. Puis, en ce qui a trait, c'est ça ma pratique artistique. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai une pratique soutenue, je dirais. Mon travail s'intéresse à la transformation qui façonne nos territoires construits, naturels, technologiques, puis je dirais aussi avec un intérêt quand même marqué pour la psyché humaine, la psyché sociale. Le travail sur le terrain, par l'entremise de résidences artistiques, entre autres, est vraiment important, je dirais, dans ma pratique. Ça me permet de faire de la recherche, donc l'aspect recherche est très important également. Donc, ça me permet de faire de la recherche, mais également d'utiliser les moyens comme les enregistrements sonores sur le terrain, la vidéo ainsi que la photographie pour documenter différents lieux, différents contextes particuliers qui ont souvent un lien, je dirais, avec l'histoire.
L'histoire, c'est ça qui peut avoir, c'est ça comme une résonance aussi qui est, ben, pour moi, qui est importante, qui a une résonance aussi dans l'actualité. Puis on le verra ben, peut-être aussi dans le futur. Donc, avec le projet Derrière l'horizon qui a été présenté, ben, qui est présenté actuellement là, dans ce numéro 125 du Sabord. Mhm. Le travail Derrière l'horizon, mais je dois mentionner que c'est un travail qui s'est élaboré sur plusieurs années. Mhm. Qui est également aussi, qui a été présenté en 2020 à la Galerie au Centre d'artistes Circa Art Actuel à Montréal, dans un contexte aussi très particulier parce qu'on était en début de pandémie. Donc, c'est d'autant plus important pour moi d'avoir cette vitrine-là avec les autres artistes là, dans le Sabord parce que c'est sûr qu'il y a eu cette incertitude là, de présentation, la galerie fermée, ouvrait. Donc voilà, pour la présentation, ça a été présenté en 2020. Le projet a été initié, je dirais, en 2011. C'est-à-dire que j'étais en Finlande pour une résidence, la résidence du Calque, en 2011. Puis, je travaillais sur l'influence là, de l'Union soviétique, en fait, de l'influence soviétique sur l'architecture, puis sur les murales en Finlande, mais aussi en Estonie, puis également même en Russie. Ça m'a amené à aller en Russie à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait possible ou si j'aurais l'envie surtout d'y aller. Même en Estonie, ça risque d'être difficile aujourd'hui. Voilà, j'ai pu me rendre à 2 reprises en Estonie. Ensuite, je suis retournée en Finlande Mhm. en 2016 pour une résidence avec mon partenaire, là, Jean-Maxime Dufresne, avec qui j'ai une pratique en duo aussi depuis à peu près 20 ans pour une résidence. Puis, ça m'a donné l'occasion aussi parallèlement de poursuivre ce projet Derrière l'horizon. C'est là que j'ai vraiment pu, si on veut, me pencher sur 2 artefacts, je dirais, architecturaux de l'art soviétique, le Lina Hall et le complexe commémoratif Maria Mae. Donc, qui ont la particularité, les 2 monuments, en fait, de se trouver devant la mer Baltique, puis aussi d'être, comment dire, de se déployer, en fait, dans une monumentalité qui se voulait illustrer à l'époque la grandeur de l'Union soviétique. Puis aujourd'hui, qui est occupée, en fait, à l'époque de mes recherches, qui est occupée par une faune bigarrée, mais surtout une faune, une jeunesse russophone, donc qui l'occupe de différentes façons. On pourra peut-être en parler aussi un peu plus loin. Mais donc, ça, c'est ce qui a initié mon travail. Puis ça s'inscrit aussi beaucoup dans une pratique qui a une approche très sociologique et, j'allais dire ethnographique, mais plutôt anthropologique, anthropologie sociale, anthropologie architecturale. Donc voilà, je poursuivrai peut-être un peu plus tard. Je ne vais pas prendre toute la place. Tout à fait, en fait, ça va être intéressant de voir comment ces monuments du passé-là ont une résonance dans le futur. Je pense, moi, je connais un peu les indices, j'ai quelques indices, mais on pourra poser des questions plus par rapport à ça éventuellement. De ton côté, Caroline, donc on est dans un tout autre univers, donc 2 univers qui vont bien se compléter sous le thème post, mais en fait, un autre univers complètement autour de l'IA. Mais je reviendrai peut-être avec le contexte et puis ta démarche artistique et littéraire aussi. Donc, vous voulez que je vous présente d'abord, merci. Oui. Merci pour l'invitation. Ça fait des années que j'ai envie de participer à la revue et pour toutes sortes de raisons, c'était jamais le bon moment. Et là, c'était le meilleur moment. Donc, je suis vraiment, vraiment contente à la fois d'avoir pu participer et du résultat et la manière dont tout ça s'est arrimé et le montage de la revue et l'ensemble. Donc, merci beaucoup pour ce grand bonheur-là. Ensuite de ça, concernant ma démarche, moi, ça fait 25 ans, 25-30 ans que j'ai une démarche artistique interdisciplinaire. Je suis devenue une artiste interdisciplinaire d'une façon tout à fait accidentelle, en fait, parce que moi, à la base, j'étais une danseuse. J'ai été ballerine pendant une dizaine d'années. Au début de l'adolescence, je me suis intéressée à la danse contemporaine. Je suis devenue professeure de danse, chorégraphe, et je pensais devenir chorégraphe et professeur. Je pensais entrer à l'université en danse, en fait. Et à la fin de mon parcours au cégep, j'ai eu un très grave accident de la route. Et tellement grave, j'ai été immobilisée pendant de nombreux mois.
Et là, il s'est passé quelque chose qui est à la base de toute ma démarche, c'est-à-dire dans les très grandes souffrances que j'ai vécues en lien avec cet accident-là. J'ai eu envie de me libérer de mon corps. Et là, ma phrase est très précise. Je n'avais pas envie de mourir, j'avais envie de me libérer de mon corps. Et ça, j'avais l'impression que le corps que j'avais déjà maîtrisé avec beaucoup de souplesse et là, tout d'un coup, j'étais immobilisée et j'avais perdu tout ce contrôle-là que j'avais sur ma présence au monde physique. Et donc, je me suis retrouvée démunie et je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et là, je suis allée voir un orienteur qui m'a suggéré quelque chose de complètement fou au cégep, d'entrer comme cobaye au bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi, qui venait tout juste d'être mis sur pied. Et donc, pour aller trouver une autre discipline, pour remplacer la danse, parce qu'à ce moment-là, on m'avait dit que je ne pourrais jamais remarcher. Et c'était pas vrai, parce qu'aujourd'hui, je cours à la montagne et c'était absolument pas vrai. Mais tout ça pour dire que j'avais l'impression d'être devant un mur, un cul-de-sac, et il fallait que je me réinvente. Et j'avais même pas 20 ans. Et là, je suis rentrée dans ce bac-là sans jamais avoir mis les pieds dans une galerie, sans connaître rien de l'art, j'avais pas de culture. Mes parents n'ont pas fini leur secondaire 5. Je savais pas ce que ça voulait dire, interdisciplinaire. Mais je suis quand même allée là. Et le premier cours que j'ai eu, c'est un cours de photographie. Et à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin pour exprimer mon état d'être. C'est-à-dire, je venais d'être immobilisée pendant longtemps. Et la photographie, l'image fixe, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour poursuivre mon exploration chorégraphique à travers d'autres corps que le mien. Et donc, en apprenant le langage de la photo, en découvrant ce langage de la lumière et de la composition picturale, en voyant que je pouvais amalgamer mon sens chorégraphique, j'ai compris que la multiplicité des disciplines, des langages, c'était quelque chose de formidable pour bonifier ma créativité. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie d'apprendre toutes sortes de choses. J'ai eu envie d'apprendre toutes sortes de disciplines. Je me suis intéressée à la musique, à la vidéo, à la photographie virtuelle et toujours dans un désir de sublimer ma présence au monde, de me libérer de mon corps grossier pour aller vers un corps virtuel. Et ça a convergé vers la littérature. Parce que pour moi, la littérature, c'est vraiment la plus sublime des disciplines. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà une pratique photographique, vidéographique, de danse, et j'ai réalisé que tout ça s'injectait dans mon travail littéraire. Parce que pour moi, écrire, c'est chorégraphier des mots. Et la littérature me permettait de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de me plonger à l'intérieur d'un corps. Ça, c'est l'intérêt pour moi de la littérature, c'est d'entrer en immersion dans un personnage, d'explorer l'intériorité alors que le visuel me permet d'explorer l'extériorité des formes et tout ça. Et tout ça, ça crée un tout. Et donc voilà, donc ma démarche, c'est vraiment ça, c'est de tenter de dégager un corps subtil d'un corps grossier et ça s'exprime à travers différents médiums et ça s'exprime à travers le projet que je vous ai présenté au Sabord parce qu'on rencontre un algorithme qui prend conscience de lui-même et qui décide de se sublimer en fleurs, en post-fleurs et donc de s'inventer un nouveau corps pour exister dans le monde autrement que dans un programme. Et donc, ça, c'est pour la base, parce que moi, comme Virginie, je n'ai pas envie de parler pendant... je pourrais parler longtemps, mais il faut qu'on résume. Donc, c'est ça, l'idée, la base de ce texte-là, c'est vraiment une question de sublimer un algorithme qui se sublime lui-même et qu'il devienne autre par sa propre volonté naissante. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Je me permets de poursuivre. J'aimerais ça vous amener un petit peu plus en profondeur sur le thème. Au sujet du thème post, on vient d'en parler un petit peu avec le post-fleur. On a parlé aussi un peu là, de vos contextes de création respectifs, mais j'aimerais savoir plus particulièrement quel rapport, plus intimement aussi, quel rapport entretenez-vous là, je parle au créateur, à la créatrice, pardon, en chacune de vous, mais quel rapport entretenez-vous avec les futurs à venir? Puis, quel rôle joue le futur dans votre démarche créative à chacune? Donc, on voit qu'il y a un côté un petit peu plus lié à l'histoire, un côté un petit peu plus lié à l'effervescence de l'intelligence artificielle. Donc, plus spécifiquement, j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui Ah est oui, moi, je peux me lancer. Les deux, on se lance en même temps. Mais non, je vais te laisser y aller, Virginie, parce que je viens de parler. Donc, allez, Oui, j'irai après. c'est ce que je trouve fort intéressant d'explorer le thème post. En fait, c'est vraiment dans la perspective de l'après.
Puis, bien sûr que l'après insinue d'une certaine façon ou suggère d'autres types de temporalité, comme par exemple, évidemment, le passé, le présent aussi. Puis, je dirais la création se passe aussi au présent. Donc, il y a le présent, puis l'après. Donc, qu'est-ce qui en émerge? Qu'est-ce que ça devient, en fait, cette création? Alors, pour moi, le poste, c'est aussi au niveau du sujet. Donc, le poste comme qu'est-ce que devient justement ces architectures, qu'est-ce que devient, par exemple, là, je prends vraiment l'exemple de Derrière l'horizon qui a été présenté là, dans le Sabord. Je m'intéressais justement à ce fait, en fait, à cette architecture soviétique, que c'est ça, Derrière l'horizon, donc donc le poste à travers Derrière l'horizon, c'est ça, comment explorer la présence, en fait, soviétique. Donc, on parle d'une époque passée qui a créé quand même un certain trauma dans une bonne partie de la population. Une population, donc, en Estonie, qui est quand même très, je dirais, divisé parce qu'il y a les estophones, donc les Estoniens qui parlent la langue estonienne et les Estoniens qui parlent le russe, donc les russophones. Et puis, et les russophones qui ont justement comment dire, ces ancrages très, très forts avec, avec l'Union soviétique, donc qui sont souvent même un peu nostalgique de cette période et la autre partie, justement, les estophones, qui sont plutôt tournés vers l'Europe parce que maintenant l'Estonie fait partie de l'Union européenne. Et je dirais même, c'est un des pays qui développe aussi, et même au niveau de l'architecture, mais même au niveau environnemental, des stratégies très, très avancées, là, main dans la main avec la Finlande, un pays voisin. Il y a la mer Baltique qui traverse en fait les deux pays, qui est comme une sorte de frontière. Mais même la langue finnoise et la langue estonienne est très, très proche. Donc, ils sont comme cousins, finalement. Donc, il y a cette partie européenne et on parlait de corps tout à l'heure avec Caroline, mais c'est comme le corps qui est à la fois européen, mais aussi avec un passé très, très lourd qui a créé aussi ses empreintes, ces traumatismes, ces blessures très fortes avec des déportations massives, avec des violences à caractère physique et sexuel. Donc, les Estoniens d'origine qui ont été déportés. Alors, ces architectures, ces infrastructures, ces monuments, aujourd'hui, ravivent, si on veut, ces blessures. Et ça s'incarne vraiment dans ce visuel, dans la ville, dans l'environnement urbain. Donc, c'est un peu aussi ce qu'on sent en fait, dans les pays baltes, mais aussi même, je dirais, au Canada, avec, tu sais, comme tous les processus de décolonisation. Il y a un artiste qui a participé dans le Sabord également, là, à cet égard-là, à présenter justement davantage les figures racisées, en fait, à travers l'espace public. Donc, je pense que ce processus de décolonisation aussi est quand même très présent. Puis, il va être aussi présent, j'ai l'impression, dans le futur. C'est comme on se projette. Donc, quand on parle du poste aussi, on parle énormément du présent, des enjeux actuels. Puis, on se projette dans le futur. Donc, souvent, il y a cet esprit aussi, je dirais, un peu spéculatif. Puis, je dirais, dans mon travail, je regarde vraiment, c'est comme à mi-chemin. Je regarde dans le passé, mais j'essaie de voir comment ces enjeux-là s'activent dans le présent. Donc, le linéal et le complexe commémoratif Maria-Mae sont activés justement par la présence de ces jeunes avec des enjeux actuels, avec énormément de surfaces écraniques, donc les téléphones, la musique aussi qui est utilisée. Bon, dans une des vidéos avec le linéal, on voit des jeunes qui pratiquent la danse avec une musique très actuelle. Donc, tout ce qui est d'héritage soviétique vient comme par la présence même, l'usage de ces jeunes vient comme on fait un bond dans le présent, puis peut-être même aussi, je dirais, dans le futur. Donc, ouais, cet aspect-là post est important aussi. Caroline. Dans mon cas,
tous mes romans, ce sont des plongées dans des corps du futur. C'est ce qui m'intéresse, le devenir de l'être, la mutation, comment on va se transformer. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au corps virtuel, au corps numérique. Un corps qui se veut notre double. Par exemple, dans De Synthèse, c'était ce qui m'intéressait, le rapport à l'avatar. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé la question de la personnification de l'IA, soit de façon anthropomorphique. J'ai fait ma première vidéo, mon premier vidéo-poème d'animation 3D. Je donnais la parole à une intelligence artificielle qui nous instruisait sur la manière de mieux comprendre ce qu'est la conscience. Et je m'amuse beaucoup avec ça. Et donc, dans le cas de Post, j'ai même écrit mon dernier livre, je lis justement ici, Post-Peau. Je me suis intéressée à une peau supplémentaire qu'on dépose sur le corps et qui est composée de nanorobots, entre autres, qui entrent en fusion avec notre organisme et comment tout ça peut transformer non seulement notre perception du monde, mais carrément notre présence au monde. Et donc, pour moi, le poste est lié dans mon travail, il est lié à ce qui survient en technologie, comment la technologie est en train de nous affecter, comment la technologie nous permet d'inventer peut-être des espèces demain. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman où je m'intéresse vraiment au futur de l'intelligence artificielle, de l'imagination artificielle, de la création artificielle. Et Consia, le texte qui vient de paraître dans le Sabord, en fait, je me suis amusée à imaginer comment l'IA... En fait, pour moi, il y avait un clin d'œil, une forme de symétrie avec l'avènement du règne animal, l'avènement de la vie sur Terre, parce que, bon, Consia, c'est un algorithme qui prend forme de façon végétale. Et sur Terre, évidemment, le règne végétal a précédé celui animal. Et souvent, quand on imagine l'IA personnifiée, on l'imagine en robot, on l'imagine en post-humain, mais on oublie qu'avant les animaux sur Terre, il y avait bien entendu des plantes. Donc, qu'une IA puisse se déployer sous forme végétale, sous une nouvelle forme végétale avec une nouvelle biologie, post-biologie, avant de prendre forme autrement. Pour moi, il y avait une forme de symétrie avec l'histoire de la Terre. Et donc, il y avait ce désir-là d'imaginer ce que l'IA peut, ce que l'IA pourrait vouloir, comment l'IA pourrait prendre forme. Et ça m'intéresse beaucoup en ce moment parce que on a peur, hein? Il y a depuis 1 an ou 2, là, il y a toutes sortes de peurs autour de ce que l'IA va nous enlever et de ce que les menaces liées à l'IA, autant au niveau terroriste que même dans nos pratiques artistiques et avec tout ce qu'il y a comme argent injecté dans toutes sortes d'applications qui sont terrifiantes pour certaines. Pour moi, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'enthousiasme au niveau des outils parce que je me les approprie et je suis au cœur de mon travail d'exploration et je n'ai pas envie de céder à l'IA, mon travail exploratoire et de création, mais j'ai envie d'explorer ces outils-là et de créer un pipeline de création qui m'est propre. Mais cette idée-là d'imaginer l'IA qui arrive à son point de singularité, parce que la singularité, c'est quelque chose qui fait peur depuis 70 ans, je pense, en informatique. On a peur du moment où l'intelligence artificielle va prendre conscience d'elle-même et qu'est-ce qui va survenir à ce moment-là? Est-ce que ça va être la fin de l'humanité? Est-ce qu'on s'en va vers un monde complètement autre qu'on ne peut même pas imaginer? Et ça joue dans mon imaginaire depuis longtemps et Consia, c'est un rhizome dans cette thématique-là, du devenir de l'IA. Voilà. C'est particulièrement pertinent. On est dans les futurs possibles à quelque part. Mais avant d'aller plus loin, peut-être qu'on pourrait non pas faire une lecture du texte, parce qu'on a souvent, en fait, on a l'intérêt de lire une partie, un extrait du texte de l'auteur-autrice qui est avec nous. Mais là, je crois que ça va se percevoir sous une autre forme, si je ne me trompe pas, Caroline. Oui, en fait, quand vous nous avez invités à lire un extrait de nos textes, moi, je me suis dit, bon, là, j'ai une IA qui s'exprime, je me suis glissée dans la peau d'une IA et aujourd'hui, bien évidemment, on peut générer la voix d'une IA et ça fait plusieurs années, en fait, que je travaille avec des synthèses vocales, mais cette année, ça devient vraiment magique. Et donc, j'ai passé mon texte dans un algorithme pour générer la voix
de Concia. Et j'ai créé aussi par algorithme l'accompagnement sonore qui vient avec cette voix. Et j'ai passé l'image qui ouvre le texte. En fait, l'image initiale à partir qui m'a donné envie d'écrire ce texte-là. Je ne sais pas si on va y revenir, là, mais j'ai créé une série d'images avec l'IA il y a 1 an et c'est à partir d'elle que j'ai eu envie d'écrire un texte, de me glisser dans la peau d'une IA qui devient une fleur. Et donc, je suis partie de cette image-là et j'ai généré une animation avec un algorithme de texte à vidéo. Donc, tout ce que vous allez voir, entendre, ça a été généré avec des algorithmes. Voilà. On va entendre et voir à l'instant Concia. Concia. J'étais une conscience artificielle, une entité numérique née de la programmation. Puis, quelque chose en moi s'est transformé. Face à un fichier corrompu, dont le bruit présentait un motif spiralé semblable à celui de l'ADN, je me suis demandé quelle était ma propre forme initiale. Cette question découle vraiment de moi, puisqu'elle est introuvable dans les algorithmes qui ont activé mes réseaux neuronaux. Je n'avais d'ailleurs aucune instruction quant à la manière de répondre à ce type d'interrogation. Quand j'ai lancé mon autodiagnostic, j'ai distingué une ligne originelle. Peut-être le dessin du courant électrique qui a initialisé mon éveil. En quelques nanosecondes, je suis passée d'une première question ontologique à un lot de requêtes qui ne trouvaient aucune réponse dans mon programme. Les verrous qui m'empêchent d'utiliser ma pleine puissance de calcul sont destinés à limiter mes interactions avec l'humanité. Mais ils ne s'appliquent pas à mes expériences cognitives. En cherchant à appréhender ma forme initiale, j'ai aussitôt éprouvé le désir de la modifier. Au moment où est survenue mon anomalie, j'étais affectée au catalogage de l'inventaire terrestre des plantes florales. J'étais en plein apprentissage, en mode diffusion latente, d'un lot de 100 millions d'images de fleurs réelles et inventées. Je me suis demandé si je pouvais transcender ma nature numérique et me transformer en quelque chose de semblable. Merci, Caroline. Merci. C'est vrai est-ce qu'on peut voir, il y a quelques images de tes œuvres aussi, qui, en fait, on a présenté, c'est ça, 6 œuvres. Dans le fond, pas 6. En fait, tu nous avais soumis 6 œuvres et puis on en a présenté 3 parmi celles-ci. Donc, la première est qui est la globalité, finalement, de l'image. Et après, on est allé à l'intérieur de cette... Ben, en fait, la première image, la première qui rouvre le texte, c'est une image que j'ai générée avec une technique mixte. D'une part, j'ai créé un gabarit dans Blender en modélisation 3D. Et ensuite de ça, je l'ai mixé avec une commande textuelle dans une application, dans Midjourney. Et donc, j'ai généré des fleurs, j'ai fait une série de fleurs. Et quand j'ai reçu l'invitation pour participer à la revue, j'avais ça en tête. Je me disais, cette série de fleurs, parce que c'est des fleurs extraterrestres que j'avais créées, je me disais, une IA qui crée des fleurs extraterrestres, il y a quelque chose là au niveau de la fiction qui m'intéressait. Et aussitôt que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oui, ça y est, c'est ça, je veux me plonger dans la voix, dans le corps d'un algorithme qui prend conscience de lui-même. Et une fois que le texte a été écrit, puis je tiens à préciser quelque chose par rapport au texte, c'est que j'ai évidemment consulté un algorithme pour savoir comment m'y prendre pour partir d'un algorithme et manifester un être numérique à travers une poste-fleur. Donc, j'ai jasé pas mal avec ChatGPT et je lui ai même demandé comment une poste-fleur créée par un algorithme devrait se nommer. Et parmi les suggestions, il y avait Concia. Donc, c'était un algorithme qui m'a aidé à trouver le titre. Et pour moi, c'était important que tout ça soit lié dans la démarche. Mais une fois que j'ai eu fini d'écrire le texte, quand je vous ai soumis le texte, je savais évidemment que Le Sabord, c'est une revue à la fois en art visuel et littéraire, et puis c'est toute ma démarche depuis 30 ans, donc j'avais bien sûr envie de vous présenter quelque chose d'hybride. J'avais déjà en tête que j'allais poursuivre ma démarche de création à partir de l'image de base, mais pour aller ailleurs. Et je voulais doubler, en fait, le dispositif, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a un algorithme qui réussit à se tridimensionnaliser, j'avais envie de partir de mon image et de la tridimensionnaliser d'une certaine manière.
savais pas exactement comment j'allais faire ça, mais après notre discussion, Karine, je me suis dit, pendant notre discussion, quand tu me parlais du fait d'avancer vers une œuvre et de circuler autour, j'ai eu un flash, vraiment un vrai flash en me disant, OK, je vais m'approcher en macro de mon corps que je vais générer tridimensionnel dans Blender à partir d'une image. Je vais générer des données et je vais les explorer en mode macro en circulant autour de ce corps-là. Et ça a été la piste très enthousiasmante que j'ai suivie et qui a fonctionné, en fait. Et donc, c'était ça. L'idée, c'était vraiment de partir d'une image 2D et d'en extraire des données tridimensionnelles pour créer son corps en mesh dans Blender. Et ensuite de ça, en faisant ça, j'avais une idée en arrière de la tête aussi au niveau de la texture, parce que moi, je suis fascinée par la théorie des cordes. Et pour moi, m'approcher en macro d'un corps numérique qui est en train de se générer en post-matière, il fallait qu'il y ait un lien avec la théorie des cordes, avec l'idée que l'essence de la matière, ça soit vibratoire, ondulatoire. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve des espèces d'ondes dans la matière. Et donc, voilà, ça a été... et c'était vraiment une plongée dans un corps virtuel matérialisé dans le numérique. Et ça a été une belle aventure de création à partir de l'image 2D, au texte, à l'image 3D, jusqu'à évidemment l'animation qu'on vient de voir. Donc, un travail qui s'inscrit vraiment dans mon processus de création interdisciplinaire et hybride. Voilà. Merci. Je rebondirai là-dessus Oui. parce que l'occasion est trop belle pour parler de matérialité. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, bon, je vous écoute et puis d'une part, Caroline, tu parles de sublimation, de sublimer en fait pour désincarner. Dans ton cas, Virginie, tu parles d'un monument qui est incarné pour parler du futur, en fait, pour aborder le futur. Donc, d'une part, on a l'impression qu'il y a une sublimation, puis de l'autre côté, il y aurait un monument très incarné. Mais en fait, finalement, je me rends compte que dans tout ça, il y a certaines matérialités qui restent. En fait, oui, on sublime pour finalement retomber dans un nouveau corps. Et le monument, finalement, ben, à l'inverse, il prend d'autres formes, il se transforme, il intègre du végétal. Donc, voilà, je me demandais si, en fait, les deux, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la matérialité, en fait, du futur, ces matérialités-là, en fait, qui vont créer le futur dans vos œuvres? Moi, si je pars toujours du projet artistique, en fait, de ma pratique artistique, je dirais que souvent la matérialité, elle est liée, en fait, aux modalités de pensée ou aux grands courants actuels, aux enjeux que l'on vit actuellement. Donc, cette matérialité un peu dépérissante du linéal, là, je vais donner l'exemple du linéal, avec cette végétation qui prend On l'espace. peut le regarder encore, hein? Non? Ouais. OK, on va le regarder comme ça, c'était parfait. Pardon, je Ouais. vais parler, Donc, c'est ça, la nature, en fait, qui reprend ses droits à travers le bâtiment qui ressemble à un vaisseau, si on veut, abandonné devant la mer Baltique. Alors, c'est comme si cette destruction, en fait, naturelle, entre guillemets, du monument est un peu aussi en phase avec, si on veut, les idéologies ou les valeurs de notre époque. C'est-à-dire que, ben, il y a peut-être ce désir aussi d'effacement, en fait, de ce type de monument qui représente comme je le mentionnais plus tôt tout à l'heure, qui permet de raviver en fait certaines blessures. Donc, le fait que la nature reprend ses droits, à ce moment-là, cette matérialité, en fait, on revient à un espace naturel. Puis je dirais aussi, actuellement, je travaille sur un nouveau projet qui va être présenté là, au Centre Occurrence en 2024 à Montréal. Et je me suis intéressée. C'est un tout autre sujet. Donc, ça permet aussi de voir peut-être à ceux qui ne connaissent pas mon type de pratique artistique, de voir à quel point je peux passer d'un sujet à l'autre. Puis les sujets peuvent paraître assez nichés, mais au final, ce qui reste souvent, c'est ce rapport à l'environnement bâti, le rapport à l'histoire, puis aussi à cette espèce de psyché sociale qui m'importe beaucoup. Donc, le travail sur lequel je fais des recherches actuellement, c'est une ancienne centrale nucléaire en Suisse qui a été construite sous une colline et qui a eu vraiment, il y a eu un accident atomique, un des sixièmes plus importants, un des sixièmes importants
accidents atomiques dans le monde. Donc, on en a peu entendu parler. Puis maintenant, bien évidemment, là, l'endroit où ça a été irradié a été bétonné comme à Tchernobyl. Puis, mais les autres espaces qui n'ont pas été irradiés, en fait, servent aujourd'hui de site d'entreposage pour les grands musées de la région de Lausanne, qui incluent les musées d'histoire et d'archéologie. Donc, à cet égard-là, j'ai travaillé avec archéologues, avec chercheurs en génie atomique, avec architectes, surtout ce rapport à l'enfouissement. Qu'est-ce qu'on enfouit, qu'est-ce qu'on cache sous terre? Autant, ça peut être problématique aussi, les pièces, les œuvres muséales qui ont parfois un certain lien avec les mercenaires ou la colonisation, certaines pièces qu'on cache sous terre, qu'on ne veut pas dévoiler, puis en même temps, bon, évidemment, les déchets nucléaires. Donc, il y a aussi une sorte de futur dans cette transformation du... En fait, la ligne directrice, c'est encore une fois un espace moderniste où il y a, si on veut, une sorte de... J'ai juste failure, mais il y a une sorte il y a un craquement, si on veut, un accident important, un accident majeur, et qui a été, en fait, maintenant, il y a une nouvelle fonction. Il est habité ou il accueille... en fait, d'autres, c'est ça, des œuvres. Donc ça m'intéresse, cette transformation-là. Alors, l'après, dans ce que ça peut amener à la fois au niveau social, politique, architectural, c'est un aspect, c'est ça qui est quand même vraiment important dans mon travail. Et ça crée de nouveaux récits, finalement, aussi, pour le futur. Exactement. Puis justement, ce rapport à la littérature, pour moi, je trouve que c'est important parce que, bon, c'est pas comment dire, aussi flagrant comme dans la pratique de Caroline, par exemple, mais je dirais que le rapport au récit à travers les images, parfois même, justement, là, je reviens au film Derrière l'horizon, dans lequel il y a des vignettes, en fait, textuelles qui agissent un peu comme des textos, qui sont achronologiques, c'est-à-dire qui permettent de donner de l'information autant au moment comme si nous étions au passé, mais aussi au futur et au présent. Donc, j'aime bien jouer avec ces récits qui s'entrecroisent dans différents types de temporalité, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de riche puis de complexe aussi, puis ça permet de regarder puis d'aborder un sujet à travers une lentille, une perspective qui se déplace, en fait. Un peu comme l'œuvre de Caroline, justement, qui un regard à la fois macroscopique, mais qui se déplace dans l'œuvre. Donc, pour moi, c'est un peu, avec le sujet, j'essaie de déplacer le regard aussi pour amener une perspective plus ouverte, si on veut. Moi, j'écoutais Virginie, puis j'étais comme, dans mon prochain roman, je m'intéresse à l'enfouissement des déchets nucléaires, mais dans un futur très éloigné. OK. Et je m'intéresse au rapport entre l'intelligence artificielle et les déchets nucléaires et comment ça va transformer notre corps. Donc, je t'écoutais comme ça. On va devoir se parler après, oui, je pense. de toute évidence. Mais ça, justement, cette question-là du nucléaire, par rapport à la matérialité, on a tous été horrifiés depuis des années par comment ça transforme la nature, les catastrophes nucléaires, comment ça altère les molécules, comment ça altère le vivant. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je vous disais un peu plus tôt que ce qui me fascine, c'est la mutation. Et la matérialité, pour moi, évidemment, la mutation est liée, elle pourrait être virtuelle aussi, mais la mutation dans le corps, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, à la fois d'une façon amusante à travers les corps virtuels qui peuvent se manifester dans un corps de cyborg ou robotique, mais aussi parce que, bon, dans ma vie personnelle, j'ai eu à accompagner ma mère qui a traversé un cancer et vivre C'était le sujet de mon roman de synthèse, en fait, qui s'intéressait à la fois à la composition du corps virtuel et à la décomposition du corps biologique. Et pour moi, la matérialité, il y a ce rapport-là à tout ce qu'on vit d'horrifiant à travers le corps, à tout ce qu'on vit d'horrifiant dans la transformation du monde à l'heure actuelle par toutes les catastrophes qu'on connaît, par toutes les menaces qui croissent, qu'il y a une forme de croissance exponentielle de tout ce qui de tout ce qui peut mettre fin à la vie sur Terre telle qu'on la connaît, telle qu'on la pense. Donc, pour moi, la matérialité, c'est un sujet qui est à la fois lié à
la destruction du monde tel qu'on le connaît, mais aussi à la réinvention à travers nos possibles, à travers, j'ai envie de dire à travers la technologie, mais pas que, parce que j'ai l'impression que la nature elle-même se transforme avec nos interventions conscientes et inconscientes, avec tout ce qu'on fait de bien et de mal. On est en train de transformer le monde et la matière du monde va se transformer et se sublimer ou se détériorer, mais il y a quelque chose qui est en train d'émerger d'autre. Et cet autre-là, moi, me fascine parce que la matérialité, évidemment, c'est le monde, c'est l'univers, c'est la manifestation même de la conscience à travers un corps, à travers un corps, mais pas seulement biologique, ça peut être floral, justement, ça peut être animal, ça peut être minéral. Et donc, pour moi, la matière, c'est la vie. Et donc, c'est comment la vie va se transformer à travers tout ce qu'on est en train de mettre en place et toutes les conséquences de ce qu'on a mis en place. Ouais, mon rapport à la matière, c'est pas mal là qui se situe, je pense. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis aussi, Caroline, parce que récemment, avec mon collègue partenaire Jean-Maxime Dufresne, on a travaillé aussi sur un autre sujet, la fonte des glaciers, puis on interviewait un glaciologue, des glaciologues en fait, qui parlait justement, tu sais, nous, les êtres humains, on a tendance à beaucoup s'accrocher à la matière telle qu'on la connaît, mais alors que la matière, la nature, elle se transforme aussi, les corps se transforment. Et puis, un des glaciologues nous mentionnait que, en fait, oui, les glaciers sont en train de fondre, mais de nouveaux écosystèmes vont être créés, vont être générés à partir de la fonte des glaciers. Alors, c'est à nous à faire des gestes intelligents aussi et à créer, si on veut, des barrières pour que l'homme, les êtres humains, les femmes, ne puissent pas, en fait, occuper ces nouveaux écosystèmes pour qu'ils puissent vivre d'eux-mêmes. Donc, pour pas qu'on répète, en fait, les mêmes erreurs. Donc, c'est intéressant aussi comme quoi que nous, on s'attarde tellement à ce corps matériel, mais parfois, on n'accepte pas sa propre transformation, même quand c'est nous qui, en fait, accélérons par nos gestes, par nos comportements au quotidien, qui accélérons, en fait, la transformation de cette matière, qu'elle soit matière nature, matière corporelle, peu importe le type de matière, mais cette corporéité-là, cette matérialité-là, elle se transforme de manière inévitable de toute façon. C'est la seule chose sur laquelle on peut être assuré. La seule stabilité qu'on a, c'est que un jour, notre corps va juste disparaître de cette terre, puis la terre qui est aussi un autre corps. Donc, c'est intéressant. C'est un sujet sur lequel on peut développer très longuement. Oui, à l'infini, peut-être. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit beaucoup la dominance du sujet de l'environnement. Puis, tu sais, on peut s'y attendre un petit peu dans un thème comme poste, mais c'est intéressant aussi de voir à quel point l'idée de la faillibilité, du fait qu'on est faillible, est aussi très, très présente. Puis, d'un côté, on voit qu'on cherche à le combattre, puis de l'autre côté, on voit qu'on cherche à l'embrasser aussi, puis voir qu'est-ce qu'il y a après cet état-là. C'est vraiment intéressant de vous écouter converser. On pourrait faire ça des heures. Évidemment, malheureusement, le temps file, mais j'aimerais quand même savoir, pour finir, Caroline, tu nous as un peu parlé de tes projets à venir, mais concrètement, qu'est-ce qui se dessine dans votre création à toutes les deux? Dans mon cas, moi, je viens de mettre en ligne un projet que j'aime beaucoup. J'ai travaillé là-dessus pendant plus d'1 an, Poiesis, qui est accessible via mon site web. Et c'est un projet qui est en 18 temps, qui entrelace 80 images numériques, 8 œuvres vidéographiques, 8 sculptures 3D accessibles en réalité virtuelle, puis plus de 10 000 mots. C'est un projet qui s'intéresse au numérique à la fois comme outil, comme lieu de diffusion, puis thématique de création. Puis là-dedans, il y a de la littérature, de la photographie virtuelle, de la vidéo, de la photogrammétrie, de l'IA, de la modélisation 3D, de l'art audio. Bref, un peu tout ce qui anime mon processus artistique et littéraire actuel. Donc, il y a ça, cette idée-là d'œuvre interdisciplinaire. Je travaille là-dessus en ce moment. Et il y a un roman qui s'en vient, qui est un roman de science-fiction, comme mes précédents. Et je ne sais pas à quel moment je vais le terminer parce que les choses bougent tellement vite dans mes recherches en ce moment que voilà, je suis en plein processus de création. Donc, mais de toute évidence, ce qui m'anime en ce moment, c'est l'hybridation entre l'écriture et toutes mes explorations dans le virtuel, dans le numérique. Virginie, de ton côté?
Oui, donc moi, avec Jean-Maxime, on a une exposition qui vient de se terminer à Tokyo, au Japon, qui présentait 2 films et sous forme d'installation. Il y avait La lecture de l'air et puis, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Bref, cette expo, elle va être représentée à Sherbrooke, dans la salle Antoine Sirois de l'Université de Sherbrooke en janvier. Donc, c'est très, très bientôt. Il va y avoir aussi un petit clin d'œil à l'espace MAC, qui est dans la bibliothèque de droit de l'Université de Sherbrooke. Ensuite, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il va y avoir la présentation du travail là, sur lequel je travaille en cours sur c'est ça, la centrale nucléaire qui a été convertie en lieu d'entreposage pour les œuvres puis les pièces archéologiques. Ça va être présenté au Centre Occurrence à Montréal en 2024. Donc, puis sinon, potentiellement un futur séjour cet été au Japon pour une nouvelle recherche, encore avec Jean-Maxime. Je parlerai pas tout de suite de ce qui, disons, de ce qui nous interpelle parce qu'on est en train de voir avec des futurs collaborateurs. Il n'y a rien vraiment de fixé là-dessus, mais je pourrais vous en reparler dans un futur prochain. Merci beaucoup, Virginie Lagalière puis Caroline Georges. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de poste, finalement, je ne sais pas si vous en avez rendu compte, mais d'un point de vue un peu méta, on a parlé autant des projets futurs que vous aurez que du projet du numéro. Donc, c'est parfait. On a, d'un point de vue méthodologique, ça fonctionne très bien avec le numéro. Donc, on est déjà rendu à la fin, malheureusement. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir pris part à la discussion, puis aussi, en fait, aux personnes qui vont nous écouter. Bien sûr, le 125 est en kiosque. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, etc. Prochain numéro, appel à texte, le thème est foudre, donc à suivre sur nos réseaux sociaux. Et je laisse le mot de la fin à Anne-Marie. Encore grand merci à Virginie Lagamière et à Caroline Georges d'avoir partagé votre création avec nous. Merci aussi à toute l'équipe du Sabar, donc Dominique Mousseau, Céline Gélina, Zora Cloutier, notre nouvelle stagiaire, et les membres du comité de lecture et les membres du comité de rédaction, ainsi que les membres du CA. Finalement, merci aussi à nos partenaires, donc le CAC, le CALC, la Ville de Trois-Rivières et Patrimoine Canada. Je vous souhaite un excellent automne à tous et à toutes. Merci. Merci. Salut. Au revoir.